Il n'y a pas une caméra sur la salle? Non, il n'y a pas de caméra sur la salle en fait. Non. Comment? Pierre En demande fait, s'il y a une caméra sur la salle. je vais voir que moi. C'est ça. Il C'est demande s'il y a une bizarre. caméra sur la salle. Et puis, Ah non, on peut pas te, je suis désolé, on peut pas te montrer Voilà. la salle. Ça fait bizarre de voir que moi, mais ça m'apprendra à pas venir. Ah bah si, je peux, si je filme. Attends, je peux le prendre comme ça en fait. Si je prends juste. Normalement, si tu prends la salle et que tu es connecté, tu l'as. Pierre, tu veux juste parler pour que je teste le son? Test de son. Parfait, c'est bon, ça marche direct. Désolé hein, de ne pas être venu. Ouais, dommage, on s'est jamais rencontrés en fait. On a dû se voir à des congrès, mais plus de loin que de près. Bah, ça fait tellement longtemps. Ouais. Non, mais non. Allez, c'est parti. Allez, silence, on y va. Bon, je vois pas la salle ou personne, hein, mais. Ouais, non, apparemment, ça n'a pas été possible. Donc, merci à tous d'être revenus après cette pause café. Donc, nous avons le grand privilège d'accueillir par visio interposée Pierre Sonigo, que je connais personnellement depuis longtemps, non pas directement, mais par ses travaux de très grande qualité sur le VIH. Donc, quel meilleur expert pour nous parler de virus à ARN que Pierre Sonigo. Et je lui cède la parole avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et merci pour l'invitation. Désolé de ne pas être avec vous. Hein, ça fait bizarre là d'être dans un coin avec juste mon écran, la photo de moi-même en face. Donc, ce que je voulais, c'était reprendre rapidement quelques éléments qui me semblent essentiels pour comprendre une épidémie comme celle qu'on a traversée, et des éléments qui sont souvent pas bien compris, y compris par les experts, et qui sont liés au fait que, en fait, une épidémie comme celle qu'on a traversée, c'est un phénomène extrêmement dynamique. Il y a des interactions entre plusieurs éléments qui changent sans cesse. Bon, et les éléments qui changent sans cesse, c'est déjà le virus, hein, comme on a vu, il mute, mais il mute sans arrêt à très grande vitesse. Didier Raoult l'a dit en introduction, ça n'arrête pas de bouger. On a affaire à des populations très diversifiées. Hein, je dirais, c'est les bases, les fondements de la biologie, c'est que c'est jamais des éléments homogènes et fixes qui interagissent, c'est des populations qui sont très diversifiées par mutation. Donc on a le virus d'un côté qui n'arrête pas de muter, qui est composé, comme l'a dit Didier Raoult, on voit le virus dominant, mais il y a énormément, tous les mutants sont là, derrière. Et puis ces virus, cette population de virus, interagit en parallèle en permanence avec une population d'hôtes. Alors bien sûr, les hôtes humains sont plus stables, hein, et c'est pas comme les virus. Les tailles de population, les vitesses de mutation sont pas du tout les mêmes. Mais ce qui bouge très vite chez les humains, c'est avec d'ailleurs à ce niveau-là que l'interaction a lieu, c'est la réponse immune. La réponse immune, c'est des milliards de cellules qui elles-mêmes n'arrêtent pas de muter pour accompagner le virus dans ses variations. Donc en fait, on parle d'immunité comme si c'était un ensemble stable ou de virus comme si c'était le virus. Mais en fait, on a affaire à des populations de cellules du côté du système immunitaire et de virus qui sont composés de milliards d'éléments qui mutent très rapidement et qui interagissent. Donc en fait, il faut toujours regarder les choses comme un système très dynamique, très instable, avec des équilibres qui n'arrêtent pas de varier. Et c'est malheureusement pas comme ça que les choses sont perçues. Alors pour revenir un peu au titre de l'exposé, je vais essayer de reprendre des grands éléments sur les bases des connaissances vraiment très basiques de virologie, malheureusement mal intégrées par beaucoup comme on l'a vu. Mais c'est essayer de partir de grands principes, hein. C'est-à-dire que là, je ne vais rien inventer, je reprends ce qu'on enseigne aux étudiants en virologie ou ce que j'ai appris et enseigné par la suite. Alors, il y a 5 éléments sur lesquels je voudrais revenir. C'est le premier, je vais essayer de les noter avec des phrases clés. Le premier élément important, c'est, je l'appellerai, on n'est pas asymptomatique par hasard.
Ça, c'est le premier. Ensuite, le deuxième élément, c'est un vaccin ne peut pas faire mieux qu'une infection guérie. Le troisième élément, c'est il ne faut, je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, il ne faut pas confondre l'immunité, je dirais même les immunités et l'immunologie. Le quatrième élément, on l'a un peu évoqué déjà, c'est les mutants sont toujours là, depuis le début. Et le cinquième élément, c'est on ne trouve que ce qu'on cherche, et j'ajouterais, et inversement. On ne cherche que ce qu'on connaît et ce qu'on a trouvé avant, plus ou moins. Donc je vais reprendre ces 5 éléments. Donc on n'est pas asymptomatique, le vaccin pas mieux qu'une infection guérie, l'immunité et l'immunologie, les mutants sont toujours là et on ne trouve que ce qu'on cherche. Je vais le reprendre à la lumière un peu des connaissances classiques et des épidémies du passé et de la façon dont on les a comprises. Donc le premier point sur on n'est pas asymptomatique par hasard, c'est les grandes pandémies meurtrières du passé. Hein, c'est essentiellement les grandes pandémies grippales qu'on a connues, qui ont été étudiées. Quand j'étais étudiant en viro, on parlait beaucoup de ces grandes pandémies. Et alors, on appelait ça antigénique shift. En fait, c'est antigénique shift, ça veut dire grande variation antigénique. C'est-à-dire, en fait, la grande pandémie grippale, mais ça a eu lieu aussi pour les coronavirus, sont liées à l'introduction d'un virus qui est nouveau pour la population. Et du coup, cette nouveauté fait que les systèmes immunitaires ne sont pas, on pourrait dire, à jour, et la mortalité est élevée. Et ces systèmes sont extrêmement dynamiques, c'est-à-dire que une grande pandémie est très meurtrière du fait de la nouveauté du virus, mais les systèmes immunitaires se mettent à jour, entre guillemets, et au bout de 1 an, 2 ans maximum, le virus circule de façon naturelle. C'est ce qui a été observé dans le passé pour la grippe, hein, lorsqu'il y a une grande variation grippale. Alors la grippe est très sujette à cela parce qu'elle a tendance à faire des recombinaisons. Donc il y a des recombinaisons, réintroduction à partir des réservoirs animaux. Le virus n'a jamais été vu par la population et du coup la mortalité est élevée. Ça a été aussi reconstitué pour des coronavirus dans le passé. De la même manière, hein, la grippe russe de 1800 et quelques était aussi un coronavirus qui au début a été très meurtrier, puis les systèmes immunitaires des populations se sont adaptés et la mortalité baisse. Donc ce que ça souligne, cette histoire des grandes pandémies par variation antigénique, c'est ce qu'on appelle aussi les émergences aujourd'hui, ça souligne que la pathogénicité, le pouvoir pathogène d'un virus, sa capacité à rendre malade, n'est pas le fait du virus seul. La pathogénicité, le danger d'une infection virale, c'est une affaire non pas de virus ou d'autres, c'est une propriété de ce qu'on appelle la relation hôte-virus. C'est-à-dire c'est évidemment la façon dont l'hôte gère le virus qui le rend plus ou moins dangereux. C'est pas le virus en lui-même. On voit bien un coronavirus. Ce qui distingue un coronavirus bénin d'un coronavirus mortel, c'est avant tout la réponse immune. On le voit bien, une personne déjà immunisée ne va pas être gravement malade. Pourtant, le virus est le même, alors qu'une personne qui ne l'est pas va l'être. Et c'est là où on voit que on peut pas dire que c'est le virus qui est mortel. Ils sont tous potentiellement mortels. Chez une personne immunodéprimée, une infection qui est banale pour une personne qui a une immunité active, le virus devient mortel. Donc il faut pas, quand c'est un peu un abus de langage de dire tel virus est plus ou moins dangereux. Il faut vraiment considérer l'ensemble du système intégrant l'autre. Et c'est là que je voudrais revenir sur un point. C'est-à-dire qu'au début de l'épidémie, quand c'est arrivé, on comprenait pas tous très bien ce qui se passait. Il y avait quand même une mortalité relativement élevée. Et moi, j'ai tout de suite pensé à ces grandes variations antigéniques et aux grandes pandémies. Mais très vite, il y a un élément qui était extrêmement troublant, c'était que les enfants étaient épargnés. Il n'y avait pas du tout de mortalité chez les enfants, ça a été observé dès le début, et on pouvait se demander, et c'était quelque chose d'extrêmement anormal, parce que d'habitude, quand il y a une émergence virale, on parlait de la dengue, mais il y a la tuberculose, même les grandes pandémies grippales,
les enfants n'étaient absolument pas, les enfants et les sujets jeunes en général, n'étaient absolument pas épargnés. On avait même des schémas parfois inversés, c'est-à-dire que les plus anciens qui avaient rencontré un variant de grippe proche quelques décennies auparavant étaient protégés, alors que les plus jeunes qui ne les avaient pas rencontrés subissaient une mortalité plus grande. Donc, il y avait quelque chose d'extrêmement anormal et donc informatif dès le début de l'épidémie Covid, c'était la relative protection des enfants. Et c'était vraiment quelque chose d'étrange. Alors, très vite, quand on est virologue, quand on voit qu'il y a une mortalité élevée chez un virus et une mortalité élevée chez une partie de la population et pas chez l'autre, on ne se dit pas c'est par hasard, ils n'ont pas rien par hasard. On cherche l'immunité préalable. Et qu'est-ce qui a pu la construire? Et il est apparu très rapidement que si les sujets jeunes étaient... alors il y a les enfants et il y a les sujets jeunes. Si ils étaient relativement épargnés, même totalement épargnés, on a vérifié très vite dans les premiers papiers qui remontaient notamment de Chine, il n'y avait pas de forme grave chez les enfants. C'était quelque chose d'exceptionnel. Et même chez les sujets jeunes, jusqu'à 30 ans, il y avait très très peu de formes graves en dehors de comorbidité. Donc c'était quelque chose d'extrêmement surprenant. Et très vite, l'explication la plus simple, qui est à c'est pas ici. c'est les coronavirus endémiques. Alors, les coronavirus endémiques, pour moi, c'est les grands oubliés de la compréhension de l'épidémie de Covid. Ces quatre, on en connaît 4. On en a découvert 4 souches à une époque où on n'avait pas les moyens de détection qu'on a aujourd'hui. Donc, très vraisemblablement, il y en a des dizaines et des dizaines. Dès que les coronavirus ont été recherchés chez les animaux ou même chez l'homme, on en trouve. Donc il y en a énormément et il est aujourd'hui l'hypothèse la plus simple pour expliquer la protection des enfants et des sujets jeunes, c'est bien l'existence d'une circulation très active des coronavirus endémiques de plein de souches qui viennent de l'animal ou qui circulent déjà chez l'homme. Donc, la protection des sujets jeunes venait des coronavirus endémiques. C'est l'hypothèse la plus solide et la plus simple pour expliquer cette protection. Et on se retrouvait dans un schéma assez classique où ceux qui avaient déjà rencontré le virus étaient protégés des formes graves. Il y a un deuxième élément aussi qu'on pouvait raccrocher dans la série des infections, c'est tout ce qu'on appelle virose infantile. C'est la rougeole, la varicelle, les oreillons, etc. Pourquoi les rapprocher de ce qu'on a observé au départ? C'est que dans toutes ces infections, on a une courbe de mortalité selon l'âge. C'est-à-dire qu'on a des infections initiales, donc des primo-infections qui ont lieu chez l'enfant, et puis on voit les infections ressurgir, elles sont exceptionnelles, on va dire, chez l'adulte jeune, et on voit des infections plus graves ressortir dans 2 situations, soit les immunosuppressions, thérapeutiques ou pathologiques, soit juste l'évolution avec l'âge. Et en fait, on avait du coup, dans le Covid, on avait une sorte de mélange de 2 types de relations au virus. C'était celle des viroses infantiles, puisque on avait une courbe selon l'âge, c'est-à-dire que on se retrouvait avec un schéma de virose infantile, puisque les coronavirus endémiques que tout le monde avait oublié circulent surtout chez l'enfant. Chez l'enfant, il confère une immunité. Et ensuite, cette immunité construite dans l'enfance se perd peu à peu avec l'âge et la maladie ressort après 60 ans, on va dire. C'est un schéma très classique, par exemple, pour varicelle zona, etc. Et il y a un deuxième élément important des viroses infantiles qui était aussi très éclairant sur Covid, c'est le fait que
il y a des maladies, comme on disait dans le temps, il vaut mieux les attraper dans l'enfance. Effectivement, chez les jeunes enfants, il y a des caractéristiques métaboliques, tissulaires, immunologiques qui font des caractéristiques de cicatrisation. Enfin, tous les tissus, la structure des organes chez l'enfant est différente. Ce qui fait que la nature est bien faite puisque les virus infectent les enfants jeunes, en général avant 3 ans. Hein, c'est le cas des coronavirus endémiques. À cet âge-là, les enfants ne sont pas encore immunisés, mais ils ont des caractéristiques tissulaires qui limitent la gravité de la pathologie. On le voit pour la varicelle, les oreillons et des maladies comme ça qu'il est préférable d'attraper dans l'enfance. Et par contre, la pathologie n'est pas grave à ce moment-là, mais il s'immunise et cette immunité dure. Alors, on le voit bien, dès le début, on se posait des questions. Il suffisait de regarder les statistiques qui étaient indiscutables. Il n'y avait pas de forme grave quasiment avant 60 ans en dehors des comorbidités. Donc, ça donnait un schéma mélangé de virose infantile avec immunité acquise dans l'enfance, qui se perd avec le temps. Ça expliquait la courbe de mortalité selon l'âge, mélangé à une variation antigénique qui faisait que la gravité survenait un peu plus tôt. Hein, si vous voyez, il faut voir qu'on additionne 2 facteurs de perte d'immunité. Le premier, c'est l'âge, où l'immunité baisse avec le temps. Et le deuxième, c'est la variation par rapport au virus original, qui fait que ça baisse encore plus vite. Donc on avait finalement un schéma assez classique, qui était une combinaison des pandémies par grande variation antigénique et des viroses infantiles. Et là, on avait un tableau assez cohérent qui s'appuyait sur ce qu'on savait des viroses infantiles et sur ce qu'on savait des coronavirus endémiques. Ça va, vous m'entendez? Parce que là, moi, j'ai aucun retour. Ça fait bizarre, j'ai l'impression de parler tout seul. On t'entend très bien, Pierre. Bon, merci. Donc, je continue. Et en fait, une observation simple, hein, comme ça a été dit tout à l'heure, il faut commencer par observer ce qu'on a sous les yeux. En observant la courbe de mortalité selon l'âge, on a déjà, et en acceptant l'explication simple que les sujets jeunes n'ont rien, non pas par miracle, par hasard, ou parce qu'ils sont solides, ça ne veut rien dire en maladie infectieuse, la solidité. L'enfant n'est pas solide. C'est acquis grâce à une immunisation préalable. On a tout de suite 3 réponses à des questions qui ont été discutées au départ, alors que les réponses étaient un peu sous nos yeux. Le premier, c'est la durée de l'immunité. Quand on voit statistiquement, et c'est indiscutable, qu'il n'y a pas de mortalité entre 2 et, on va dire, 50, 55 ans, 60 ans, c'est impossible d'avoir une protection contre les formes graves de 2 à 60 ans avec une immunité de courte durée. Ça n'est pas possible. Donc on savait déjà qu'on avait une immunité de longue durée. Premier élément. Deuxième élément, cette immunité de longue durée est assez résistante aux mutations. Puisque si on part du principe que l'immunité a été induite par ce qu'on a appelé par la suite immunité croisée par les coronavirus endémiques, il y a une assez grande variation entre les endémiques et SARS-CoV-2. Et finalement, cette immunité protège, malgré la différence entre les virus, et du moins pendant un certain temps, elle protège malgré les variations. Donc, bien sûr, c'était un discours qu'on qualifiait à l'époque de rassuriste, mais quand on voit une immunité qui dure entre 2 et 60 ans, qui a été induite par un virus assez différent, on n'est pas si affolé que ça par les variations potentielles du virus, ni par les questions de durée d'immunité. Alors, ces 2 éléments intéressants. Sur la durée, on pourrait en parler, il y a beaucoup à dire. Très probablement, quand on a une durée aussi longue, on le sait pour les viroses infantiles comme la varicelle, c'est lié à des réexpositions régulières qui sont liées au fait que le virus continue à circuler. Si l'immunité dure si longtemps, c'est pas parce qu'on a été immunisé une fois dans l'enfance, c'est parce qu'on est réexposé sans cesse. Hein, d'ailleurs, comme on sait, là, c'est quelque chose qu'on a oublié, qu'on semble avoir oublié, mais tous les hivers, on est toujours soit enrhumé, il y a des gastro, il y a des trucs comme ça qui tournent. Ça indique qu'il y a beaucoup de virus en circulation et que c'est ces infections répétées qui construisent et qui maintiennent l'immunité sur le long terme.
Alors, il y a un autre élément très important qui était issu de ces observations simples de la situation, c'est que les personnes de 2 à 60 ans étaient protégées des formes graves. Ça n'empêchait en rien la circulation du virus. La preuve, ça circule tout le temps. Alors ça, c'est un élément assez important parce que si on ajoute à cette observation que les personnes sont protégées des formes graves, mais pas du tout de la transmission, qu'on ajoute le deuxième grand principe qu'on a appris et répété à nos étudiants en virologie, c'est qu'un vaccin ne peut pas faire mieux qu'une infection guérie, on a tout de suite la réponse que l'immunité peut protéger des formes graves, mais certainement pas de la transmission. Alors, à l'époque, ça a été, au début de Covid, ça a été discuté. Pour ceux qui n'auraient pas remarqué, aujourd'hui, ça semble une évidence que l'immunité ne protège pas contre la transmission, que le virus continue à circuler, que la seule protection qu'on peut viser, je ne dis pas qu'on est obligé de l'avoir, mais que l'immunité ne peut pas faire mieux que de protéger des formes graves. Elle est incapable, que ce soit l'immunité des rétablis, où aujourd'hui on le voit bien. Alors est-ce que les vaccins sont suffisamment au point? Je ne sais pas, mais il est totalement illusoire d'imaginer sur un virus respiratoire comme celui-là de bloquer la transmission. Donc les gens au début, qui ont parlé, d'ailleurs on ne les entend plus, de zéro Covid ou d'éradiquer le virus, ça n'est pas accessible à nos connaissances actuelles. Donc, oui, alors, je voudrais juste rajouter aussi un autre élément à ce sujet. On voit bien, le vaccin protège des formes graves. Le vaccin, c'est pas bon. Le vaccin pourrait, on va dire, l'objectif vaccinal est de protéger contre des formes graves, il n'y a pas d'autre objectif. En tout cas, l'immunité acquise par infection protège des formes graves, mais pas de la transmission. Alors, comment c'est possible une chose pareille? Il y a un élément qui est très important à comprendre, c'est que, et ça c'est mon troisième point, c'est qu'il ne faut pas confondre l'immunité et l'immunologie. Et aujourd'hui, je dirais, il ne faut pas confondre les immunités. Parce que souvent, on parle de l'immunité comme si c'était quelque chose à la fois quantitativement, qualitativement, quelque chose d'homogène. Hein, comme je vous disais, si on voit l'infection comme un grand ballet entre une grande chorégraphie, entre des milliards de virus tous différents, des milliards de lymphocytes tous différents, on voit bien qu'il n'y a pas une interaction, et d'écrire tout ça de façon univoque, comme quelque chose de statique et d'homogène, c'est absurde. Et en fait, quand je dis les immunités, il y a quelque chose notamment qui est très important pour les virus respiratoires, c'est bien distinguer ce qui se passe sur les muqueuses des voies aériennes supérieures, en gros dans le nez, et ce qui se passe dans le poumon, par exemple. Dans le nez, le virus est à la surface du corps, il est un peu à l'extérieur. Il est installé là, mais il ne rentre pas vraiment dans le corps. Du coup, la ligne de défense immunitaire sur les muqueuses des voies respiratoires, elle n'est pas très bonne parce que les lymphocytes T cytotoxiques qui sont très actifs contre ce type de virus, ils ne sortent pas. Ils restent à l'intérieur. Donc, ils protègent l'intérieur, mais ils ne protègent pas la surface muqueuse. Donc, l'immunité muqueuse a des caractéristiques d'efficacité antivirale qui ne sont pas du tout les mêmes que celles qui se passent, par exemple, dans le poumon. Dans le poumon, on voit bien au cours de la maladie Covid, de l'infection, il y a des infiltrats massifs à l'intérieur des poumons, notamment, on les voit très bien en imagerie, et autant de lymphocytes qui viennent nettoyer le virus, ils abîment un peu le poumon au passage, mais bien nettoyer sur les muqueuses, on n'a pas ça. Du coup, il faut bien voir que si l'immunité protège mieux des formes graves que des infections récurrentes des voies respiratoires, c'est tout simplement parce que sur les voies respiratoires, il n'y a pas d'immunité. L'immunité est très faible. Donc, en utilisant la PCR pour mesurer l'immunité, c'est une erreur je dirais, c'est une erreur assez grossière de tirer des conclusions générales sur l'immunité à partir d'une présence virale sur les muqueuses. S'il y a du virus sur les muqueuses, c'est qu'il n'y a pas d'immunité sur les muqueuses. Ça ne préjuge en rien de ce qui se passe ailleurs. Et quand notamment en termes
vaccination. Si on fait une vaccination par voie systémique, c'est-à-dire qu'on pique dans l'épaule, imaginez suivre l'efficacité de ce vaccin par des PCR sur les muqueuses, c'est-à-dire dans un endroit où le vaccin ne peut pas induire d'immunité, c'est un côté absolument absurde. Ça a entraîné, je pense, des conséquences en cascade sur les stratégies, la façon de mesurer les performances vaccinales. Bon, ce n'est pas le sujet de mon exposé aujourd'hui, mais ça mérite une certaine réflexion. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a des immunités qui ne sont pas équivalentes dans les différents compartiments et tissus du corps et que ça a pas mal de conséquences. Ensuite, il y a un élément aussi très important. Si on voit la réponse immune et le virus comme un ensemble de milliards de virus avec des milliards de cellules, c'est que il faut le voir comme une course de vitesse, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mesurer l'efficacité de l'immunité antivirale. Hein, l'immunité, c'est un critère d'observation clinique. Hein, on est exposé au virus et on ne tombe pas malade. Après, l'immunologie, c'est un ensemble de recherches, de théories, d'analyses, d'expérimentations qui essayent de rendre compte du phénomène immunitaire, qui était une observation très ancienne, qui montrait que les personnes qui avaient guéri n'étaient pas réinfectées. Donc, l'immunologie est née de cette immunité de réinfection. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on ose nier l'immunité des rétablis, c'est autant réécrire toute l'immunologie. Donc, bref, l'immunité, c'est donc ce phénomène macroscopique clinique. Et l'immunologie, c'est ce qui cherche à en rendre compte. Et en termes de travail sur les vaccins, c'est un élément très important. Moi, j'ai passé quelques décennies à essayer de mettre au point des vaccins contre le virus du sida. Et c'est pas simple du tout, hein. Le métier de vaccinologue est compliqué. Parce que d'un côté, il faut bien tenir la sécurité vaccinale. Moi, j'ai eu on a fait des vaccins chez l'homme, enfin chez l'animal, chez le singe ou chez le chat à l'époque, qui ont été récusés parce que les effets secondaires étaient trop importants. Et si on avait accepté un certain niveau d'effets secondaires, peut-être qu'on aurait des vaccins contre le sida. Mais à l'époque, on était très exigeant sur la sécurité vaccinale. Donc, ce que je voulais dire, c'est que quand on mettait au point un vaccin contre le sida, comment faire pour savoir si le vaccin marche? Donc, la seule façon d'être sûr qu'il marche, ça serait d'injecter ou de laisser les gens s'exposer. Dans le cas du sida, qui était une maladie mortelle à 100% à l'époque, avant les thérapies, il n'était pas question de pousser les gens à s'exposer, ni de les exposer ou de leur injecter le virus. Donc ça a pu être fait chez l'animal dans certaines conditions, mais on ne le faisait pas chez l'homme. Du coup, bien sûr, la seule chose qu'on pouvait faire, en pratique lors des essais chez des volontaires avec les vaccins sida, c'était de mesurer des paramètres immunologiques, notamment les anticorps, mais aussi les réponses cellulaires. Mais il était très clair à l'époque que la mesure d'anticorps n'est pas une mesure de l'immunité. Ça mesure juste qu'il s'est passé quelque chose, comme ça a été souligné par Jacques Fantini ou Didier Raoult. La présence d'anticorps n'est certainement pas une garantie de protection. Dans certains cas, la mesure d'anticorps est même pas forcément une bonne chose. Donc, la seule façon, il ne faut pas commencer à dire il y a des anticorps, il n'y a pas d'anticorps, pour affirmer quoi que ce soit sur l'efficacité d'un vaccin. Donc, la mesure d'anticorps n'est pas une garantie de la performance vaccinale. De la même manière, la mesure d'un virus par PCR sur les muqueuses, là où il n'y a pas d'immunité, n'est pas non plus une garantie d'efficacité vaccinale. La seule garantie, c'est de suivi sérieux des formes graves sur une cohorte. Et ça, à ma connaissance, du fait de l'urgence du développement vaccin, ça n'a pas réellement pu être fait dans les règles de l'art. Donc il y a un autre élément aussi important sur le fait que l'immunité des muqueuses est plus faible que l'immunité induite à l'intérieur du corps, c'est un effet d'interaction sur les virus. Alors ça j'en arrive à mon point numéro 4,
et les mutants sont toujours là. Comme l'a expliqué Didier Raoult en introduction, on a ce qu'on appelle des quasi-species, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas un virus, ils ne sont pas tous pareils, ils sont tous différents. Étant donné les taux de mutation, si on fait un calcul rapide, dans la population virale, on a déjà tous les mutants ponctuels, c'est-à-dire tous ceux qui ont une mutation, ils sont forcément là. Tous les mutants possibles avec une seule mutation sont là. Les doubles et les triples aussi. Bien sûr, quand il s'agit d'en accumuler plus, ils ne sont pas là d'emblée, mais ils se construisent très très vite. C'est-à-dire que quand on parle des mutants, on ne voit que les formes. On ne peut pas séquencer 1 milliard de virus qui sont présents chez une seule personne. Donc on ne séquence que on ne détecte que ceux qui sont là, qui sont dominants. Donc on ne voit pas la diversité, mais si on pouvait la voir, on verrait que tous les mutants sont là tout le temps, en permanence. Et qu'est-ce qui fait le côté, la proportion des différents virus? C'est la sélection naturelle. C'est-à-dire que il faut voir le virus non pas comme un élément qui va muter ou qui ne va pas muter, il mute tout le temps. Il faut le voir comme une population, c'est-à-dire un ensemble extrêmement instable qui mute sans cesse. Tous les mutants sont là tout le temps. Et cet ensemble est canalisé par les pressions de sélection, c'est-à-dire par la capacité des différents virus à survivre. Alors, quelle est cette pression de sélection? Qu'est-ce qui fait qu'un virus, à l'intérieur, je parle donc de l'infection d'une seule personne, qu'est-ce qui fait qu'un virus va être plus fréquent ou moins fréquent? C'est avant tout l'efficacité de la réponse. C'est-à-dire que l'ennemi du virus, la pression de sélection darwinienne exercée sur les mutants, vient avant tout de la réponse immune de l'autre. Donc, vu que la réponse immune... Alors, il y a une sorte de course qui peut emmener le virus, d'ailleurs, dans des sortes d'impasses. C'est-à-dire que la réponse immune arrive, seuls les virus qui ont muté, qui changent, vont survivre. Donc, les mutants étaient là, mais ils étaient à bas niveau, deviennent plus abondants. Et puis, la réponse immune s'adapte. Donc, il y a une sorte de course-poursuite entre la réponse immune et la mutation virale, ce qui fait que les virus n'arrêtent pas de changer en réponse à la pression immunitaire. Mais il y a des solutions plus directes. Par exemple, on le voit bien, ça a été bien décrit pour la grippe, les virus qui se spécialisent pour les zones qu'on appelle sanctuaires, c'est-à-dire les zones où les virus sont à l'abri de la réponse immune, les tissus où les réponses immunes sont moins fortes, vous voyez que le virus peut changer et faire la course-poursuite avec la réponse immune, mais s'il arrive à se spécialiser pour vivre, pour se multiplier dans les tissus où la réponse immune est absente, la course-poursuite s'arrête, le virus il est tranquille. Et parmi ces tissus sanctuaires, il y a un tissu sanctuaire particulier, c'est les muqueuses, notamment les muqueuses des voies aériennes supérieures. Donc on voit bien que plus la réponse immune va monter dans la population des hôtes, plus le virus va être éliminé de l'ensemble du corps et plus il va se spécialiser pour se répliquer là où l'immunité est faible, c'est-à-dire sur les muqueuses. Et on voit bien, c'est ce que je parle dans cette interaction, plus l'immunité monte dans la population et plus on a des virus qui se réfugient, si on peut dire, sur les muqueuses, c'est-à-dire qui se spécialisent. On voit bien que l'affinité pour les récepteurs et les molécules qui sont abondantes sur les muqueuses va augmenter et en quelque sorte on se retrouve, plus l'épidémie avance et plus la réponse immune monte dans la population et plus on se retrouve sur des virus qui sont moins dangereux parce qu'ils se réfugient dans des tissus comme les muqueuses où on voit bien que l'infection muqueuse, ça donne un rhume, ça ne va pas donner une forme grave pulmonaire. Donc plus l'immunité monte et plus le virus change et moins il devient dangereux. Mais on voit bien que s'il est moins dangereux, c'est parce que l'immunité est présente et qu'elle le cantonne dans une zone où il est inaccessible à l'immunité et on a une sorte d'équilibre évolutif stable, ce qu'on pourrait appeler une sorte d'armistice signé entre les hôtes et les virus, c'est-à-dire le virus reste sur les muqueuses, il n'est pas embêté par la réponse immune et en échange, entre guillemets, l'hôte n'est pas embêté non plus parce que le virus sur les muqueuses, il ne fait pas trop de dégâts.
la conséquence de ça aussi, c'est qu'on a aussi des virus qui sont plus contagieux. Alors, la contagiosité, c'est pas... le virus, il cherche pas à être plus contagieux, mais c'est une propriété qui est hautement sélectionnée par sélection naturelle. Et la muqueuse, c'est l'endroit parfait. Une fois qu'il est installé là, il risque pas de changer. On le voit pour les virus de grippe, pour les coronavirus, au bout d'un certain temps, la population. Ils sont très spécialisés pour la réplication muqueuse. Et pour eux, c'est paradisiaque, les muqueuses. La réponse immune est faible, donc ils ne sont pas embêtés. Ils ne se font pas dévorer par les globules blancs, les lymphocytes du système immunitaire, ni embêtés par les anticorps. Et de là, comme ils sont très près du milieu extérieur, qu'en plus les muqueuses sont irritées, une fois que le virus est installé dans les muqueuses nasales, on en met partout. Hein, et c'est un peu pareil sur les muqueuses digestives. Hein, ces virus font aussi des gastro. Il y a très peu d'immunité, donc ils s'installent sur les muqueuses parce qu'ils ne sont pas embêtés. Et le fait d'être sur les muqueuses, c'est-à-dire un peu à l'extérieur du corps, les rend très contagieux. Donc c'est ce qu'on décrit souvent par au fur et à mesure, le virus devient moins dangereux et plus contagieux. Le fait qu'il soit moins dangereux et plus contagieux, c'est pas lié à une sorte de bizarre lien entre la contagiosité et la dangerosité. C'est que le virus se met sur des endroits plus à l'extérieur du corps, où forcément ils sont plus accessibles. On voit bien que c'est le cas du virus du sida, par exemple, ou des hépatites, un virus qui est dans le foie ou dans le système lymphoïde, il est moins contagieux parce qu'il est moins accessible au milieu extérieur, il va moins sauter sur le voisin par rapport à un virus respiratoire porté par les éternuements, la toux, le nez qui coule, où là le virus est moins dangereux parce qu'il est un peu à l'extérieur du corps et il est plus contagieux. Donc on voit... Il va falloir que tu conclues. Je conclue. Alors je voudrais conclure par... on ne trouve que ce qu'on cherche. Et ça, c'est une expérience sur le virus du sida. Au début, quand le virus du sida est apparu, on était un peu comme dans la situation du Covid, c'est-à-dire on imaginait que c'était le virus de le sida, autrement dit, il n'y en avait qu'un. Et puis on s'est vite aperçu qu'il y en avait plein, qu'il y avait des variants, qu'il n'avait pas attendu les années 80, qu'il y en avait partout, chez les animaux, qu'on cherchait dans des vieux sérums, il y en avait chez les humains qui étaient au contact des animaux. Et finalement, au début, l'origine du sida a été perçue comme une sorte d'événement accidentel cataclysmique avec un virus nouveau qui était arrivé par un hasard malencontreux chez l'homme, ou un virus qui était nouveau, mais en fait, on s'est aperçu que, un, le virus, il était très ancien, deux, il n'y avait pas un virus, il y en avait des dizaines de souches différentes et variables, que notamment tous les grands singes avaient été des réservoirs permanents qui étaient infectés depuis la nuit des temps, et que pour expliquer la structure de l'épidémie de sida, il fallait non pas une introduction des réservoirs animaux vers l'homme, mais environ une douzaine. Et que cette introduction, elle est arrivée en plein d'endroits en même temps, par des événements qui sont, je dirais, liés non pas à l'activité des singes, mais surtout à des activités humaines, à des changements dans la relation à l'écosystème, dans les pratiques. Hein. Il y a l'épidémie de sida. En fait, il y avait deux épidémies de sida, une épidémie HIV1 qui a commencé plutôt sur l'Afrique de l'Est et puis qui a rayonné là au reste du monde. Il y avait une épidémie HIV2 centrée sur l'Afrique de l'Ouest et on voit très bien l'épidémie suivre les voies de chemin de fer et les campagnes de vaccination en Afrique sur HIV2. Donc tout ça pour dire qu'au début, on cherchait un virus et on a trouvé un virus. Très vite, nos moyens de détection se sont un peu ouverts et on s'est aperçu qu'il y avait un HIV2. Puis on a regardé un peu plus par séquençage, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de souches et on s'est aperçu que le virus avait toujours circulé, qu'il y avait des introductions multiples, que les virus étaient là depuis toujours et que ça circule. Et pourquoi je dis ça? C'est que si on applique cette vision au coronavirus, c'est certain que c'est la même chose. C'est-à-dire que là, on met des masques, on est en panique, on fait tout un tas de mesures absolument exceptionnelles par rapport à des virus qui ont toujours été là depuis des siècles, pour lesquels on n'en a pas fait autant. Donc qu'on fasse une protection ciblée
sur les personnes les plus fragiles, bien sûr, mais qu'on fasse des mesures d'exception en population générale pour des virus qui circulent depuis des siècles et avec qui on a toujours vécu, je dirais pas en harmonie, mais en équilibre. Ils nous immunisent bien contre justement les nouveaux variants comme on l'a vu. Ça demande une réflexion sur pourquoi changer autant ce qu'on a appris et compris et nos modes de vie anciens. Voilà. Et puis pour finir, je voulais remercier vraiment tout le monde d'être là. Je pense beaucoup aussi à certains de mes maîtres et de mes collègues qui m'ont beaucoup appris. Je pense beaucoup aussi à... Je voudrais un peu dédier cet exposé à un collègue virologue qui est décédé il y a 2 ans, qui n'a pas vécu l'épidémie, qui s'appelle Jacques Lebovitch, et qui avait une vision très pragmatique, très médicale de la relation réelle, de l'usage des traitements. Voilà. Et puis pour finir aussi, je voudrais rappeler un élément très important qu'on a appris au cours de l'épidémie de sida, c'est que jamais un médecin ne discrimine un patient. C'est-à-dire qu'une personne infectée n'est pas un danger ou quelqu'un qui doit être puni de sa maladie. C'est avant tout quelqu'un qu'on doit soigner. Au cours de l'épidémie de sida, il y a eu des voix qui sont élevées pour punir, discriminer les personnes infectées pour tout un tas de raisons. Et à l'époque, la communauté médicale dans son ensemble s'est levée comme un seul homme pour dire non, on ne discrimine pas les patients, on les soigne. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Pierre, c'est Jacques, pour ton exposé avec des éléments vraiment très intéressants qui mettent en perspective cette nouvelle épidémie et qui donnent des éléments de comparaison factuelle avec des épidémies passées. Et merci aussi pour ta conclusion et je me joins tout à fait à l'hommage pour Jacques Lebovitch, qui était un grand chercheur, médecin, sans aucune idée préconçue et qui aurait, j'en suis sûr, très mal vécu cette période où, comme tu le rappelles, on discrimine. Et là, je pense qu'on peut se rejoindre sur un slogan très simple, non à toute discrimination sanitaire. Alors, s'il y a des questions, je vais me faire comme... c'est un peu compliqué, donc tu le comprends, c'est-à-dire je suis près de l'ordinateur, je vais écouter les questions et te les répéter pour que tu puisses bien les entendre. D'accord, merci Jacques. Oui, bonjour et merci. Juste une question concernant la localisation virale au niveau des muqueuses nasales. Est-ce que c'est par ce biais que vous expliquez les super spreaders, c'est-à-dire les personnes, 20% de la population qui infectent 80% des gens contaminés? Ou y a-t-il un autre mécanisme? Est-ce que tu as entendu la question, Pierre? Non. je répète. Donc en fait, la question concernait la question concernait les super spreaders qui seraient... Ah ben oui, ce serait mieux. Oui, bonjour, Claude Escarguet, microbiologiste. On a remarqué que 20% de la population infectée et environ 80% des gens de nouveau contaminés. Est-ce que cette observation est en relation avec ce que vous avez décrit sur la colonisation des virus dans la sphère au niveau nasal, ou y a-t-il un autre mécanisme qui pourrait l'expliquer? Moi, je dirais que ça suffit déjà pas mal. Hein. Et d'ailleurs, ça rappelle que un des mythes de la gestion Covid, ça a été la contamination par les asymptomatiques. Hein. Bien sûr, ça peut toujours arriver, mais c'est très, très marginal. La contamination vient des gens qui sont symptomatiques avec une forte charge virale muqueuse, et c'est eux qui sont susceptibles d'excréter beaucoup de virus. Et tous ces super spreaders sont des gens qui ont une forte charge muqueuse et qui sont symptomatiques. Alors, ils ont des symptômes pas forcément graves, mais ils ont des symptômes muqueux dominants avec... voilà. Et à mon avis, bon, je ne sais pas si on a besoin d'un autre mécanisme que d'imaginer une forte charge virale sur les muqueuses et avec des conséquences évidentes sur la contagiosité.
Mais il y a peut-être d'autres mécanismes qui jouent. Mais déjà, rien que ça explique une grande partie de l'observation. Et malheureusement, on n'en a pas tiré beaucoup de conclusions. Merci Pierre. Pascal Mansa a une question, il va venir te la poser directement sur l'ordinateur. Je suis à l'ordinateur. Alors, je te rejoins tout à fait, Pierre, sur zéro discrimination. Hein. Je crois que ça, c'est un point qui est fondamental dans notre façon de voir les choses aujourd'hui. J'ai deux petits points sur ce qu'il a dit. Je te remercie aussi pour cette vision fraîche et globale que tu apportes sur la vision virologique et immunologique en même temps, et sur cette notion d'immunisation continuelle. Tu as parlé effectivement de cette idée que la réponse immunitaire était dynamique, et je crois qu'il faut insister aussi sur le fait qu'une fois que le virus est rentré, la réponse immunitaire évolue sur des semaines, des mois et des années, en dehors même de toute immunisation ultérieure. Et je crois que c'est important de le souligner. Quand on parle de délai, par exemple en termes de booster, de vaccination, il y a quelque chose qu'il faut respecter, c'est que cette immunité à la base, au départ, elle évolue dans le temps et elle est très importante pour la maturation de la réponse immunitaire. C'est comme le bon vin, elle se bonifie avec le temps. Et ça, on ne peut pas l'empêcher, on ne peut pas l'arrêter. On peut l'abîmer, mais on ne peut pas revenir dessus. Et je crois que c'était très important. Et les immunisations jouent le rôle, effectivement, de booster à répétition, ce qui fait que les enfants et leurs caractéristiques immunitaires, qui est de loin très efficace sur les virus et très adapté parce qu'une réponse bien maîtrisée au niveau de l'inflammation et de la réponse immunitaire qui va graduellement s'améliorer avec le temps. Je crois que ça c'était un des points qu'il faut rappeler au niveau de l'immunité. Et comme on est ici à l'IHU et qu'on est là pour débattre, et que tu sais qu'il y a un point que particulièrement je défends et que je voudrais discuter avec toi, donc la prochaine fois qu'il y a un colloque, il faut qu'on se retrouve cette fois-ci en présentiel. C'est que l'immunité, pour moi, innée au niveau des muqueuses et l'immunité adaptative, elle n'est pas si faible que ça. Tu sais, c'est un point que je te dis souvent. Non, je sais qu'on va en discuter, on en parlera, mais du point de vue de l'immunologie, c'est bien d'avoir le point de vue du virologue, et du point de vue de l'immunologie, il y a une sacrée organisation au niveau des muqueuses qui permet effectivement au virus d'arriver, mais qui permet en même temps la réponse immunitaire de se construire, et un facteur important qui est l'immunité innée. On parle beaucoup des anticorps, etc., mais il ne faut pas oublier qu'il y a une immunité innée qui est absolument fondamentale dans la réponse, et je crois que c'est l'ensemble des deux qui est là. Donc, en fait, c'était lancer ce débat autour, tu vois, de l'immunité des muqueuses, ce mixte entre immunité innée adaptative avec les IgA, et je crois qu'il y aurait beaucoup à débattre sur ce sujet-là d'un point de vue virologue, d'un point de vue immunologie, parce que c'est, à mon avis, très passionnant. Merci encore pour ton exposé, Pierre. Merci, Pascal. Oui, je dois dire que moi, ça me rappelle ce que j'apprenais quand on était étudiant en médecine, c'est que c'est les rhumes. On disait il n'y a pas de vaccin possible contre les rhumes, et les rhumes sont à répétition. Et quelque part, c'était déjà mettre, je dirais, dans des mots simples, le fait que finalement les infections, moi je dirais que c'est un peu comme les bactéries dans le tube digestif. Les virus habitent là. Ils sont là sur les muqueuses respiratoires. Il y a des virus tout le temps. Et c'était intéressant parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on n'avait jamais fait par le passé, c'était faire des PCR sur les muqueuses nasales de personnes en bonne santé. À cette échelle-là, on n'a jamais osé faire ça dans le passé. Mais ce que ça nous a montré, c'est que les virus, ils habitent là, qu'ils sont toujours là, qu'on voit bien, si on commence à faire des PCR, Covid, on l'a 4 fois par an. Alors, on n'est pas vraiment malade, plus ou moins, mais on n'arrête pas de l'attraper. Et je dirais que moi, je l'ai découvert et compris. On parle toujours de réexposition des viroses infantiles qui maintiennent l'immunité sur le long terme. Mais franchement, ce qui est apparu des PCR Covid pratiqués à grande échelle, c'est que les virus sont tout le temps là. On en a sans arrêt. Ils vivent là, en quelque sorte. Un peu, comme je disais, les bactéries dans le tube digestif. C'est une forme d'habitat, c'est un peu leur écosystème. On est tous plus ou moins infectés tout le temps. Et du coup, ça rend les démarches d'éradication virale d'autant plus absurdes.
ou disons-nous, irréalistes par rapport aux moyens qu'on a et aussi à notre relation à la nature et à ce qu'on veut en faire. Et puis ça explique pas mal de choses, le fait qu'on ait des réservoirs. Et ce que je disais aussi par rapport à mon dernier point, on ne trouve que ce qu'on cherche. Je pense que si on élargissait un peu la spécificité des PCR en gardant cette échelle folle de détection, là on fait des PCR à tout le monde, même en bonne santé, je pense qu'on découvrirait un foisonnement de biodiversité virale résidant sur les muqueuses qui dépasserait l'entendement, y compris les coronavirus. C'est un projet pour l'IHU d'ailleurs. Je suppose qu'ils doivent faire des choses similaires, mais faire à grande échelle une sorte de recensement du virome résident sur les muqueuses nasales, ça serait, moi je trouve, très, très intéressant. Et puis ça nous permettrait aussi de bien relativiser le fait que ce qu'on a vécu là, le Covid, alors je ne vais pas être rassuriste, mais c'est quelque chose d'extrêmement banal. C'est-à-dire qu'on a toujours des tonnes de virus qui sont là tous les hivers. On a des gastro, des rhumes, des machins comme ça, et les virus sont là tout le temps. On est très très loin de réaliser à quel point ils habitent chez nous et qu'ils sont tout le temps là. Et que ça nous enrhume, ça tue des personnes âgées tous les ans depuis toujours, mais ça nous immunise aussi. Merci. Voilà, c'est les grands équilibres de la nature. Oui, absolument. Est-ce qu'on a le temps pour d'autres questions, Laurent? Une question? Est-ce que la bise est positive, préconisée, prohibée, interdite? Quelle est ta préconisation? C'est comme on veut. C'est comme on veut. Mais moi, je pense qu'il faut vivre comme on a envie de vivre. Une toute dernière question. C'est pas possible d'arrêter de vivre. Je me souviens d'une phrase de Didier Raoult au début. Il a dit on va pas enfermer tout le monde parce qu'il y a des virus dehors. Vous êtes complètement cinglés. Donc voilà, vivons comme on veut. C'est vrai que l'hiver, si on a un gros rhume, on peut éviter. On peut faire un peu attention, on peut se laver les mains à table, surtout quand on l'a vu tout à l'heure, quand on est symptomatique, qu'on a un gros rhume, c'est pas forcément la peine de le coller à tout le monde, mais c'est pas une raison pour devenir parano, de voir son prochain comme un danger, même s'il est symptomatique, de le regarder de travers, de s'énerver parce qu'il n'a pas de masque. Enfin, tout ça est pas raisonnable. On va avoir une dernière question. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Oui, c'est bon. Merci déjà en fait pour cette prise de parole. Merci infiniment. Alors en fait, j'ai une question à vous poser. Je vais partir du professeur Milus qui a créé le test PCR, donc il y a déjà pas mal de temps, qui a été nobelisé notamment en fait pour cette découverte, en tout cas ses recherches et puis l'aboutissement au test PCR. Il est décédé d'ailleurs en fait, comble de l'ironie, d'une pneumonie en août 2019. Je ne sais pas si vous le savez. Et avant, il a dit à maintes reprises qu'il ne fallait pas utiliser en fait le test PCR pour aller détecter en fait une présence virale. Il a bien mis en évidence qu'en fait le test PCR était là pour détecter des fragments de génome, en fait, un petit peu tout un paquet de plein de choses. Et si on cherchait quelque chose en particulier, on allait forcément le trouver. Alors ma question c'est la suivante. Ok, donc ça c'est posé. Que pensez-vous du fait que donc déjà on utilise le PCR pour aller trouver la présence du coronavirus, bon ça on l'a déjà dit, mais surtout, en fait, on utilise des tests d'amplification qui sont de 40, de 45. Tests d'amplification, tout le monde le sait ici, mais je le dis si jamais il y avait une personne en fait qui l'aurait oublié, c'est des systèmes de photocopie agrandissement. On prend l'agrandissement, on fait une refotocopie en l'agrandissant encore. Et ça, on le fait 45 fois, par exemple. Donc, ça veut dire que d'un moucheron dans le salon, on se retrouve avec un éléphant. Et moi, j'ai pas peur des moucherons, mais s'il y a un éléphant dans mon salon, j'ai peur. Donc, que pensez-vous effectivement de ce choix de monter en hauteur dans les cycles d'amplification? Merci. Alors, bon, c'est une excellente question et c'est important justement de remettre un peu moi je dirais, de bonnes pratiques dans tout ça. Alors, justement, il se trouve que les PCR, ça a été une grande partie de mon travail sur le VIH et aujourd'hui sur d'autres virus. Ça n'a pas été bien précisé dans le programme, mais je ne suis plus à l'INSERM depuis 2005. Aujourd'hui, je m'occupe exclusivement de la mise au point de tests
et j'ai mis au point beaucoup de PCR à l'époque. Aujourd'hui, je travaille plus sur la détection des cancers. Mais la base, c'est mon métier aujourd'hui, la base du diagnostic médical, c'est qu'un test doit être interprété. C'est-à-dire que elle doit être interprétée par le biologiste, par le médecin, en fonction d'un certain nombre de critères. C'est-à-dire que aujourd'hui, le problème n'est pas tant d'utiliser la PCR à des hautes sensibilités, c'est de savoir qu'est-ce que ça signifie. Parce qu'on voit bien que si il y a la PCR, c'est un très bon outil, mais comme tout outil puissant, il faut être capable d'en interpréter correctement les résultats. Comme je l'ai dit tout à l'heure, commencer à enfermer une personne parce qu'elle a une PCR positive avec des cycles, avec un nombre de cycles très élevé, ça n'a pas grand sens. Il y a autre chose aussi très important dans les PCR. Les PCR ont été vus systématiquement, sans tenir compte de leur seuil de sensibilité, comme des signaux de danger. C'est devenu la mesure de l'épidémie. On l'a vu, on parle de cas, alors que c'est des personnes en bonne santé qui ont juste une PCR positive, parfois à des niveaux qui traduisent des présences virales très très faibles et subinfectieuses. Mais moi je trouve que on peut utiliser ces données. On peut dire voilà, cette personne est en bonne santé, il lui reste quelques virus dans le nez. Au lieu de dire un cas, moi j'aurais dit tiens, voilà une personne immunisée, elle a le virus jusque dans le nez, elle n'est pas malade. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et plus on a de cas PCR asymptomatiques, plus on peut se réjouir du fait que l'immunité monte dans la population. Vous voyez que là, c'est pas la question de la PCR en elle-même, c'est la question de faire le travail proprement. Et en diagnostic médical, on peut pas juste donner un résultat comme ça qui sort du labo et puis en tirer une conclusion bureaucratique valable pour tout le monde. Il y a une interprétation du test qui est assez technique. On parle de faux positifs ou de faux négatifs en diagnostic médical, mais pour dire que c'est un faux positif ou faux négatif, il faut ce qu'on appelle une situation de référence, un gold standard, qui définit les vrais positifs et les vrais négatifs. Par exemple, si on considère que le gold standard sur les PCR actuels, c'est la clinique, ben vous voyez que toute personne qui serait positive sans être malade, c'est un faux positif de PCR. Si on considère que c'est l'infectiosité, je pense qu'au-delà de 20 cycles d'amplification, la PCR est faux positif. Mais vous voyez bien que le problème, c'est pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire que la PCR est un super outil, mais il faut quand même savoir s'en servir. Il ne faut pas dire n'importe quoi, il faut comprendre ce qu'on fait, et c'est un métier, et aujourd'hui, ce métier n'a pas été fait. On fait des PCR à des niveaux de sensibilité très élevés, et on en tire des conclusions qui sont quasiment à l'envers de la réalité. On dit qu'une personne qui a une PCR positive avec des cycles à 40 cycles, on devrait dire bravo monsieur, vous êtes immunisé, ou madame. On ne devrait pas compter ça comme oulala, attention, on va vous enfermer et puis il faut vacciner tout le monde. Absolument. Donc merci Pierre, on a encore une minute ou deux. J'en profite pour déjà remercier tous ceux qui nous suivent en ligne et qui ont pris conscience qu'on a pris un peu de retard, mais nous accueillons dans les toutes prochaines minutes le docteur Robert Malone qui sera présent à l'IHU pour sa conférence. Donc restez en ligne, je pense que sa conférence sera très intéressante pour tout le monde. Et alors j'aurais deux petites questions pour Pierre, très amicales. La première, c'est qu'en écoutant ta conférence, je rêve que tu écrives un article comparatif de l'épidémie VIH et de l'épidémie SARS-CoV-2, parce que je pense que tu es un des mieux placés pour le faire. Et la deuxième question, qui est presque un peu la suite de la première, on attend tous depuis des années une suite à un certain ouvrage, Ni Dieu ni gène, que tu as coécrit avec Jean-Jacques Kupiec. Et là aussi, on attend une suite. Donc, est-ce que tu peux nous dire un mot sur tes projets éditoriaux de ces prochaines semaines ? Ça fait donc Ni Dieu ni gène j'avais coécrit avec Jean-Jacques Kupiec. Il est sorti en 2000, donc ouais. Ça fait quand même 22 ans. C'était une analyse critique de la biologie moléculaire, hein, qui était ma spécialité à l'époque. Je faisais partie des premiers grands séquenceurs aussi. Et depuis donc 2000 où Ni Dieu ni gène est sorti, j'avais promis d'écrire la suite. Donc elle devait sortir en 2002. J'ai pris un peu de retard. Okay.
Et pour l'article. Mais je vais m'y mettre. Dès que j'aurai un peu moins de boulot, quand j'aurai vraiment pris ma retraite, il faut que je m'y consacre. Il y a plusieurs éditeurs qui m'attendent. Tu as des lecteurs aussi qui t'attendent et des étudiants. Merci Jacques, ça m'encourage. Non, mais c'est un livre de référence pour tous mes étudiants. Et donc la première question, c'était un article de synthèse, alors pas forcément très long, mais comparatif sur les éléments très intéressants que tu as donnés entre les deux pandémies. VIH, ça, je pourrais le faire, oui. Mais c'est toujours pareil, comme bon, ça n'a pas été noté dans le programme, mais maintenant je travaille dans la mise au point de tests diagnostiques. Tu as été figé. Je peux intervenir, moi? C'est le réseau? Ouais. Allô? C'est bon. Peux-tu parler? M'entends-tu? C'est l'autre ordi. Je n'entends plus rien. Ah, ça y est, on t'entend. Ouais. Oui, bien sûr, il faudrait que je trouve un peu le temps de le faire dans la frénésie du quotidien. C'est ça. Mais avec plaisir, évidemment. On a le temps pour une autre question? C'est très simple. Je voulais qu'il parle il en a parlé un peu, je voudrais qu'il parle de l'immunité cellulaire. Je voudrais savoir si dans le monde, bien dans le monde, on a trouvé quelqu'un qui a fait la Covid, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et puis après une Covid, s'il a été protégé par l'immunité cellulaire, on peut faire une forme grave. C'est impossible parce que l'immunité cellulaire nous protège contre ça. Il y a une question sur l'immunité cellulaire, donc pas les anticorps, savoir si ça protège éventuellement des formes graves. On connaît le cas de quelqu'un, voilà. Plusieurs personnes qui auraient fait une Covid une première fois, puis on aurait fait une deuxième, genre 6 mois, 8 mois plus tard, et qui aurait fait une forme grave. L'immunité cellulaire nous protège de ça. Donc est-ce qu'on connaît quelqu'un qui aurait fait un épisode de Covid, puis une réinfection, 6 mois après, qui aurait été protégé de la forme grave par l'immunité cellulaire? Bon, alors. Qui n'aurait pas été protégé. Bon. Alors, bon, c'est très dur de répondre à cette question comme ça. De ce qu'on sait aujourd'hui, quand même, les publications convergent pour dire que les réinfections sont, dans la plupart des cas, sauf chez les personnes très âgées, toujours moins graves que les infections d'avant. Après, ça, c'est le premier point. Donc, déjà, les réinfections sont moins graves. Donc, il y a un facteur immunitaire. Après, comme je disais tout à l'heure, attribuer la protection à un composant de la réponse immune plutôt qu'un autre, c'est extrêmement difficile. C'est pour ça qu'on parle toujours comme je disais au début, la réponse immune, c'est une grande chorégraphie où tout le monde se met en route en même temps. La réponse cellulaire active les anticorps aident la réponse. Enfin, il y a les cytokines, il y a tout un tas d'effecteurs qui se mettent en route ensemble. Pascal parlait de l'immunité innée. Il y a des éléments de base qui se déclenchent. Donc, c'est une grande mise en œuvre de milliards d'acteurs. Il faut pas. C'est vrai qu'on a tendance à dire l'immunité humorale, l'immunité cellulaire, mais c'est des milliards de lymphocytes qui font chacun leur boulot de façon. On essaie de les ranger en catégories, mais on a un mal fou. Mais tout le monde se met en route en même temps. Donc, dire que c'est l'immunité cellulaire plutôt que l'humorale, c'est très difficile. C'est bien pour ça que toujours. En termes d'immunité antivirale, on parle de mesures in vitro de la protection in vivo, c'est-à-dire on parle aussi de corrélats immunitaires, c'est-à-dire qu'on sait que quand on mesure une immunité cellulaire de telle manière, à telle quantité, avec une méthode qui est bien calée, bien standardisée, on sait que les personnes à ce moment-là sont protégées. Donc on peut établir un lien, une corrélation entre la présence d'un effecteur donné, l'immunité cellulaire, et la protection. Mais ce lien n'est jamais une relation de causalité parce que c'est impossible de dire il n'y a que du cellulaire ou que de l'humoral. Ça peut arriver dans des situations très particulières de pathologie où des personnes ont des immunodéficits sélectifs, mais en pratique, c'est très très dur de dire. Maintenant, on sait sur la grippe, par exemple, sur les virus respiratoires en général, l'immunité cellulaire est un des éléments critiques et importants de la protection. Mais l'immunité cellulaire, même en elle-même, c'est déjà une nébuleuse de type lymphocytaire, de type cellulaire, qui coopère avec des cellules qui ne sont pas
des lymphocytes cytotoxiques, il y a ce qu'on appelle le HELP, il y a les cellules présentatrices d'antigènes. Donc c'est vraiment une grande chorégraphie. Il est très difficile de découper en éléments, en attribuant à ces éléments une causalité. C'est pour ça que je vous dis, on parle de mesures in vitro, de corrélats, permettent d'être à peu près prédictifs sur l'existence d'une protection. Mais pour établir ces corrélats, il faut faire une étude clinique sérieuse, c'est-à-dire déjà de mesurer chez une cohorte de patients, quand même pas juste 2 ou 3, mais de taille suffisante, de mesurer certains paramètres, et puis ensuite de regarder si la présence de ces paramètres corrèle de façon significative avec un certain niveau de protection lors des réinfections. Aujourd'hui, la mise au point de tests standardisés, bien calés sur le plan quantitatif, et la corrélation statistique avec la protection n'a pas été établie pour Covid. On n'en sait rien en fait. On ne peut pas répondre à cette question. Moi, j'ai tendance à être toujours très systémique dans ma vision des choses. C'est-à-dire que je pense que la réponse immune, c'est ce grand ballet, cette grande chorégraphie, et que c'est cette grande chorégraphie qui protège. En plus, il y a une deuxième erreur aussi. Je vais peut-être prendre une minute pour avancer là-dessus. Il ne faut pas oublier que le vaccin ou l'immunité préexistante, elle ne met pas en place une barrière d'effecteurs qui bloque le virus. Ça, c'est ce qu'on appelle l'immunité stérilisante, ça n'existe pas. C'est impossible. C'est-à-dire que même si on a été infecté auparavant, ce qu'il reste de l'infection, ce n'est pas des effecteurs. Les effecteurs permettent de mesurer quelque chose qui s'appelle une mémoire. Parce que la seule chose qui est capable, j'insiste un peu, qui est capable d'induire une immunité qui peut guérir une infection, c'est l'infection elle-même. C'est-à-dire qu'il reste quelques éléments de mémoire liés aux infections passées ou à la vaccination, que ça va permettre à la réponse immune de se déployer plus rapidement quand l'infection survient, mais ce qui induit, qui permet à l'immunité de monter à un niveau élevé pour permettre ce qu'on appelle une immunisation stérilisante, c'est-à-dire en gros une immunité qui va nettoyer le virus et guérir, c'est l'infection elle-même. L'inducteur de l'immunité de guérison est toujours l'infection, le virus lui-même, par sa quantité, par son caractère invasif, c'est lui qui déclenche et qui stimule, qui induit la multiplication des lymphocytes et de la réponse immune jusqu'à atteindre un niveau de guérison. Donc, moi, je le comparais à l'époque à ce qu'on appelle une relation proie-prédateur, c'est-à-dire que le virus est une proie, le lymphocyte est un prédateur, donc on a une population de proies, les virus, face à une population de prédateurs, et le prédateur mange les proies, et en mangeant les proies, il se multiplie. Du coup, on voit bien que finalement, c'est le virus qui permet, dans cette image, qui permet aux lymphocytes de se multiplier. Ce que fait le vaccin ou l'immunisation ou l'immunité préalable, c'est qu'il laisse en place quelques prédateurs qui font que la population de prédateurs va se déployer plus vite et va mettre fin à l'infection plus rapidement en évitant les problèmes. Mais ce n'est pas parce qu'on a été immunisé qu'on a une sorte de barrière à l'entrée. La guérison de l'infection se fait par une immunité stimulée par l'infection, pas par la vaccination préalable ou l'infection guérie du passé. Ça, c'est vraiment une erreur de base. Et c'est pour ça que, par exemple, même des très bons vaccins contre, par exemple, prenons la polio, quand on est vacciné, on s'infecte quand même. C'est l'infection qui réinduit l'immunité à un niveau où elle est capable de bloquer, de guérir l'infection. La différence, c'est que quand on a été vacciné contre la polio, il y a déjà quelques prédateurs qui sont là, une réponse dite mémoire qui est là, qui va permettre à la réponse de guérison de se déployer rapidement avant que les séquelles ne surviennent. Mais on voit que l'infection est indispensable à la montée d'une immunité solide et importante. C'est aussi pour ça qu'on disait un vaccin ne peut pas faire mieux qu'une infection guérie. L'infection est toujours c'est l'infection qui induit la réponse de guérison. Le vaccin ne fait que la préparer. Ça, c'est un élément très très important dans l'analyse et qui est souvent oublié. Merci infiniment Pierre pour ces éléments.
Merci à vous, merci beaucoup. Merci et à bientôt. À bientôt.